Madame, votre mari est déjà arrivé. Souhaitez à vous la clé maintenant. La phrase est tombée avec la douceur feutrée propre. Au hall d'hôtel, où tout semble ouaté, poli, irréel. Je me suis figé une seconde. La réceptionniste me souriait, professionnelle, sans savoir que ces quelques mots venaient d'ouvrir une brèche irréversible. Votre mari. Elle ne savait pas, elle ne pouvait pas savoir. J'ai hoché la tête. Oui, maintenant. Ma voix était étonnamment stable. À l'intérieur, quelque chose s'était déjà rompu, mais sans bruit. Je sentais cette rupture comme on sent un fil céder lentement, sans éclat, après avoir été trop tendu trop longtemps. Je n'aurais jamais dû être là. Ce n'était pas prévu. Je n'étais pas venu pour surprendre, ni pour provoquer un scandale. J'étais venu, parce que quelques jours plus tôt, un détail avait résisté à mon habitude, de ne pas poser de questions. Une facture glissée trop vite dans une poche. Un nom d'hôtel qui revenait, toujours le même. Un ton différent quand il parlait de ses déplacements professionnels. Un hôtel de luxe. Toujours le même, toujours les mêmes nuits. Je n'avais rien dit, pas encore. J'avais observé, compté, noté. Cette retenue n'était pas de la naïveté. C'était une manière de me préparer à ce que je n'étais pas encore prête à voir. Et puis un matin, sans colère, sans mise en scène, j'avais pris une décision simple. J'allais vérifier, pas pour l'affronter. Pour comprendre. La clé a glissé sur le comptoir. Chambre 812. J'ai regardé le numéro, puis la réceptionniste a ajouté « Clé. Remercier ». Et je me suis dirigé vers l'ascenseur. Chaque pas était précis, mesuré. J'avais l'impression de marcher dans une scène déjà écrite, où mon rôle n'était plus celui de l'épouse confiante, mais celui d'une femme qui a cessé de détourner le regard. Dans l'ascenseur, mon reflet me paraissait étranger. Je me suis demandé ce que je faisais là. À mon âge, dans cet hôtel trop élégant, avec ce sac trop ordinaire. J'aurais pu rentrer chez moi. J'aurais pu l'appeler. J'aurais pu pleurer. Je n'ai rien fait de tout cela. Quand les portes se sont ouvertes, le couloir était silencieux, épais, presque solennel. La moquette étouffait les pas. Les portes se succédaient, anonymes, parfaites. 806, 808, 810. Derrière, une autre présence. Une autre vie, parallèle à la mienne, installée dans le luxe discret de une chambre payée, avec une carte que je reconnaissais. J'ai ouvert ma porte. La chambre était impeccable. Trop impeccable. Un lit large, des rideaux lourds, une odeur neutre. J'ai posé mon sac. Je me suis assise. Mon cœur battait fort, mais je n'étais pas paniquée. J'étais lucide. J'ai entendu un rire étouffé à travers le mur. Ce rire n'était pas le sien. Pas tout à fait. Il y avait dans ce son quelque chose d'étranger, de déplacé. Comme un objet familier posé dans la mauvaise maison. Je n'ai pas bougé. Je n'ai pas collé l'oreille au mur. Je n'ai pas cherché à voir. Ce simple rire suffisait. À cet instant précis, j'ai compris que je ne découvrirais rien de plus que ce que je savais déjà. Ce n'était pas la preuve qui me manquait. C'était l'acceptation. Je n'ai pas ressenti de haine, ni même de colère immédiate. Ce que j'ai ressenti, c'est une fatigue immense. Celle de toutes les fois où j'avais cru ses absences. Celle de toutes les fois où j'avais ajusté mes attentes pour qu'être là. Celle de toutes les fois où j'avais cru ses absences. Elles correspondent à ses explications. Celle de mon propre silence. Je me suis levée, et
à regarder la chambre autour de moi. Tout était pensé pour le confort. L'oubli, la parenthèse. Et j'ai compris que ce lieu n'était pas seulement un décor. Pour une trahison. C'était un symbole. Celui d'une vie à côté de la mienne, construite sans moi, mais rendue possible par ma confiance. Je ne suis pas allé frapper à sa porte. Pas ce soir, Allah. J'ai fait mieux, j'ai respiré. J'ai pris mon carnet, et j'ai écrit une seule phrase, je suis là. Et je vois. Cette phrase n'était pas pour lui. Elle était pour moi. Elle marquait la fin d'un aveuglement volontaire. Et le début d'une autre posture. Je n'étais plus l'épouse qui attend des explications. J'étais une femme qui observe, qui comprend et qui prépare. Derrière le mur, les bruits se sont estompés. Le silence est revenu, épais. Je me suis allongée sur le lit, tout habillée. J'ai regardé le plafond, et dans ce plafond blanc, impersonnel, j'ai senti naître quelque chose de nouveau. Pas une vengeance spectaculaire, pas un cri, une décision calme. Cette nuit, Allah, dans cet hôtel de luxe, à quelques centimètres de sa trahison, j'ai cessé d'être à côté de ma propre vie. Et je savais déjà que ce que j'allais faire, ensuite, serait silencieux, précis et irréversible. Avant cette nuit dans l'hôtel, il y avait eu une autre vie. Une vie ordinaire, patiemment construite, faite de compromis silencieux et de routines rassurantes. Revenir sur ce passé m'a aidé à comprendre pourquoi. La découverte ne m'a pas brisé d'un coup, mais m'a plutôt réveillé lentement, comme on sort d'un long engourdissement. Je l'avais rencontré jeune. Il avait ce charme tranquille des hommes qui donnent l'impression de s'axiar, être solide sans être envahissant. Il parlait peu, mais il écoutait. Du moins, c'est ce que je croyais. Nous avions bâti notre foyer avec sérieux, sans extravagance. Une maison choisie pour sa lumière, des meubles durables. Des projets raisonnables. J'aimais cette stabilité. Elle me semblait être une promesse. Les premières années ont été simples. Pas parfaites mais honnêtes. Je travaillais, je m'occupais de la maison. J'étais présente. Lui voyageait souvent pour son travail, des déplacements réguliers, toujours bien justifiés. Je ne doutais pas. La confiance était un pilier, je la portais comme une évidence. Avec le temps, les absences ont augmenté. Elles sont devenues plus fréquentes, plus longues. Il rentrait fatigué, distant parfois, mais jamais brutal. J'attribuais cela à la pression professionnelle. J'apprenais à ne pas poser trop de questions, à ne pas encombrer ses silences. Je croyais s'être attentive. En réalité, je m'adaptais. Il y a eu des signes, bien sûr. Des détails qui, pris isolément, n'avaient rien d'alarmant. Un téléphone posé face contre table. Des factures réglées sans explication. Un parfum que je ne reconnaissais pas, mais que je finissais par oublier. Chaque fois, je trouvais une raison. J'étais douée pour cela. Donner des raisons était devenu un réflexe. Je me souviens d'un soir précis. Il était tard. Il m'avait appelé pour dire qu'il resterait une nuit de plus. Une réunion imprévue. Sa voix était calme. Trop calme. J'avais répondu que ce n'était pas grave. J'avais raccroché, puis je m'étais assise dans la cuisine, sans savoir pourquoi. Une sensation étrange m'avait traversée. Pas une accusation. Une hésitation. Je l'avais repoussé. J'avais appris à valoriser la patience, à croire que l'amour se prouvait par l'endurance. Tenir, attendrer, comprendre. Je pensais que cette posture me protégeait. En réalité,
Elle m'éloignait de moi-même. Notre vie sociale continuait. Les dîners, les conversations polies, les projets évoqués à voix haute, tout donnait l'illusion d'une continuité. Je jouais mon rôle sans difficulté. J'étais même convaincante. On me disait souvent que j'étais forte, stable. Ces compliments me rassuraient et validaient mon silence. Je me rends compte aujourd'hui que ce passé n'était pas un mensonge total. Il y avait de l'affection, des souvenirs sincères, des moments partagés. Mais il y avait aussi une lente dérive. Une distance qui s'était installée sans conflit, sans explication. Et cette distance, je l'avais comblée seule, en me faisant plus attentive, plus discrète, plus compréhensive. Je n'avais pas été abandonnée brutalement. J'avais été déplacée, mise à côté, doucement, comme une présence acquise sur laquelle on ne s'interroge plus. Cette prise de conscience m'a été douloureuse, mais nécessaire. Elle donnait un sens à cette fatigue ancienne que je portais sans la nommer. En repensant à cette vie d'avant, je n'éprouve pas de colère. J'éprouve une lucidité tardive. Je vois combien j'ai confondu loyauté et effacement. Combien j'ai cru que maintenir le prayer, équilibre justifiait de renoncer à certaines questions. J'étais fière de ne pas être soupçonneuse. Je pensais que la confiance absolue était une vertu. Ce retour en arrière n'est pas un règlement de compte. Il est une mise en perspective. Il me permet de comprendre que la trahison ne surgit jamais dans le vide. Elle s'installe dans les espaces que le coup on laisse par peur de déranger. Elle prospère dans les silences que l'on croit protecteurs. Si je raconte cette vie d'avant, ce n'est pas pour la renier, c'est pour la regarder en face. Elle m'a construite autant qu'elle m'a fragilisée. Et sans elle, je n'aurais peut-être pas eu la force, cette nuit à là, dans cet hôtel, de rester calme, d'observer, et de choisir la suite avec lucidité. Car ce passé, avec ses compromis et ses tendresses, m'a appris une chose essentielle. Aimer ne devrait jamais exiger de s'absenter de soi. Et c'est précisément ce que j'avais fait. Sans m'en rendre compte. La suite allait me demander autre chose. Pas de la patience, du courage. Les premiers signes de rejet n'ont pas pris la forme d'un mépris ouvert, ni d'une violence visible. Ils se sont glissés dans le quotidien, avec une discrétion presque élégante, comme tout ce qui finit par devenir dangereux, sans alerter immédiatement. À l'époque, je ne les appelais pas ainsi. Je parlais de fatigue, de malentendus, de décalage passager. Aujourd'hui, je sais que c'était déjà un déplacement. Il a commencé à me parler autrement, pas moins, mais différemment. Les phrases étaient plus courtes, moins habitées. Il me racontait ses journées sans entrer dans les détails, comme s'il récitait un résumé appris à l'avance. Quand je posais une question, il répondait correctement, mais sans prolonger. Je me disais qu'il était absorbé par son travail. J'acceptais cette version parce qu'elle me rassurait. Il y a eu aussi cette manière nouvelle de décider seul, des réservations faites sans m'en parler, des dates modifiées au dernier moment. Je t'avais pourtant dit, disait Aïl parfois. Et je doutais. Avait Aïl vraiment dit? Ou avais-je mal retenu? Je me mettais à vérifier mes propres souvenirs, à les réviser pour qu'ils coïncident avec les siens. Cette confusion ne criait pas. Elle s'installait. Je me souviens d'un dîner précis. J'avais préparé quelque chose qu'il aimait autrefois. Il a mangé sans faire de remarques, sans déplaisir non plus. Puis il a regardé son téléphone. Longtemps, trop longtemps. J'ai dit presque en plaisantant. Tu es ailleurs ce soir.
Il a levé les yeux surpris. Tu exagères. Ce mot, exagère, m'a atteinte plus que je ne l'aurais admis. Il insinuait que mon ressenti était excessif, infondé. J'ai souri, j'ai changé de sujet, mais quelque chose s'est refermé en moi. Pas une colère. Une retenue. Les absences physiques se sont doublées d'absences intérieures. Même présent, il semblait ailleurs. Je sentais que je parlais parfois dans le vide. Mes récits n'appelaient plus de questions. Mes émotions n'étaient ni rejetées, ni accueillies. Elles flottaient entre nous, sans point d'ancrage. J'ai commencé à me censurer, à choisir ce que je disais, à ne pas aborder certains sujets pour éviter ce regard lointain, ce soupir discret, cette impatience mal dissimulée. Je devenais prudente dans mon propre couple. Cette prudence, je la croyais intelligente. Elle était surtout révélatrice. Il y a eu des remarques, aussi, jamais blessantes frontalement. Des phrases comme « Tu devrais penser un peu plus à toi », dites avec un sourire qui sonnait faux. Ou encore « Tu te fais trop de films ». Ces mots me plaçaient dans une position étrange, à la fois responsable de mon malaise et coupable de le ressentir. Je me suis mise à compenser, à être plus arrangeante, plus disponible, à lisser ce qui coinçait. J'avais l'impression que si je redevenais suffisamment facile à vivre, quelque chose se rétablirait. Je ne voyais pas encore que je me rendais invisible à force de vouloir maintenir le lien. Autour de nous, rien ne semblait alarmant. Les amis nous trouvaient solides. Un couple qui dure, disait Aïl. Cette reconnaissance extérieure renforçait mon silence. Comment expliquer un malaise diffus quand tout en apparence fonctionne? Je me disais que le problème venait de moi, que je demandais trop, que je devais apprendre à me contenter. Il y a eu un moment précis où j'ai compris que quelque chose m'échappait. Un soir, il est rentré tard, trop soigné pour un déplacement banal. Je l'ai regardé, enlever sa veste, poser ses clés. J'ai voulu lui dire quelque chose, une phrase simple. Elle est restée bloquée. J'ai senti que si je parlais, il faudrait aller au bout, et je n'étais pas prête. Ces petites humiliations à la ne font pas de bruit. Elles ne laissent pas de traces visibles. Elles agissent lentement, comme une érosion. Elles vous apprennent à douter de votre perception, à minimiser ce qui vous blesse, à accepter moins en appelant cela maturité. Je n'étais pas encore consciente d'être mise à l'écart. Pas rejetée brutalement, non. Mise de côté, progressivement. Comme un meuble qu'on ne jette pas, mais qu'on déplace pour faire de la place ailleurs. Ce rejet n'était pas total. Il était intermittent. Et c'est ce qui le rendait si difficile à nommer. Il y avait encore des gestes tendres, des habitudes partagées. Juste assez pour me convaincre que je me trompais, juste assez pour me faire taire. Mais au fond de moi, une sensation persistait. Une impression d'être devenue secondaire, dans une histoire qui avait pourtant été la mienne. Cette sensation ne m'a plus quittée. Elle était le premier signal clair. Celui que j'ai longtemps ignoré, mais qui, déjà, préparait le terrain de ce qui allait suivre. Car, lorsqu'on commence à se sentir de trop dans sa propre vie, ce n'est jamais sans raison. La goutte d'eau n'est pas tombée dans un éclat spectaculaire. Elle est arrivée avec une précision presque cruelle. Au détour d'un geste banal, un matin, où je ne cherchais plus rien. J'étais en train de ranger une veste avant de la mettre au pressing, un réflexe ancien, mécanique.
Mes doigts ont rencontré quelque chose dans la poche intérieure. Une carte rigide, lisse, encore tiède. Une carte d'hôtel. Pas n'importe laquelle. Un hôtel de luxe reconnaissable immédiatement. Le même nom, que Jaï avait déjà vu passer sur des relevés bancaires, trop vite refermés. Le même que celui qui s'était glissé, sans insister, dans mes pensées les jours précédents. Cette fois, je n'ai pas refermé la poche. Je me suis assise. J'ai regardé la carte longtemps, comme si elle allait changer de forme si je la fixais assez. Il y avait une date au dos, une chambre, une signature. Ce n'était plus une impression. Ce n'était plus un malaise flou. C'était un fait. Un objet concret, tangible, qui ne demandait aucune interprétation. À cet instant précis, j'ai senti une chose très claire. Je ne pouvais plus reculer. Tout ce que j'avais évité jusqu'à là venait de se rassembler dans ce rectangle de plastique. Je n'ai pas pleuré. Pas encore. J'ai ressenti autre chose, de plus dérangeant. Une lucidité froide. Comme si mon esprit avait enfin cessé de lutter contre ce qu'il savait déjà. Les absences, les silences, les phrases creuses. Tout trouvait soudain sa place, dans un ordre que je n'avais pas voulu voir. Je me suis levée et j'ai ouvert l'ordinateur. Pas pour fouiller frénétiquement, pour vérifier. Une recherche simple. Le site de l'hôtel, les photos des chambres. Le standing affiché sans pudeur. J'ai reconnu certains détails qu'il avait évoqués par hasard, un jour, en parlant d'un séminaire. Le mensonge n'était pas improvisé. Il était installé. J'ai regardé le calendrier. J'ai recoupé les dates. Chaque coïncidence devenait une confirmation. Et à mesure que la vérité se précisait, une colère sourde montait en moi. Pas une colère explosive. Une colère dense, contenue, qui ne cherchait pas à se décharger, mais à comprendre. Ce qui m'a le plus blessé, ce n'était pas seulement l'infidélité, c'était l'organisation. La régularité. Le confort avec lequel cette autre vie avait été aménagée, à côté de la mienne. Comme si j'avais été reléguée à une fonction, celle qui attend, qui gère, qui croit. Je me suis souvenu de toutes les fois où j'avais douté de moi, où j'avais cru exagérer, où j'avais minimisé ce qui me faisait mal. Cette trahison à là ne venait pas seulement de lui. Elle venait aussi de ce système silencieux, dans lequel je m'étais enfermée, pour préserver l'illusion d'un couple solide. J'aurais pu l'appeler, j'aurais pu l'affronter immédiatement, j'aurais pu crier. Rien de tout cela ne m'a traversé. À la place, une décision lente a commencé à se former. Pas encore formulée, mais déjà irréversible. Je n'allais pas agir sous le coup de l'émotion. Je n'allais pas lui offrir le spectacle de ma douleur brute. Je voulais voir. Comprendre jusqu'au bout, sans détour, sans intermédiaire. C'est ce jour-là que j'ai décidé d'aller à l'hôtel. Pas pour le surprendre. Pas pour provoquer une scène, mais pour me confronter à la réalité dans toute sa nudité. Pour ne plus dépendre de ce qu'il accepterait de me dire. Pour reprendre la maîtrise de ce qui me concernait. Cette décision ne m'a pas soulagée. Elle m'a ancrée. Elle m'a sorti de la position de celle qui subit. Je devenais actrice, non par vengeance, mais par nécessité. Je ne pouvais plus continuer à vivre dans une version édulcorée de ma propre histoire. La goutte d'eau n'a pas été la carte elle-même. Elle a été ce qu'elle a déclenché, la fin de mon déni. La fin de cette petite voix qui répétait « ce n'est pas si grave ». La fin de la patience qui se retourne contre soi.
Ce jour-là, j'ai compris que la trahison n'était plus une hypothèse douloureuse. Elle était une réalité organisée, assumée ailleurs, dissimulée ici. Et face à cette réalité, je n'étais plus disposé à rester immobile. Je n'ai rien dit. Je n'ai rien montré. J'ai rangé la carte exactement là, où je l'avais trouvée. Les choses avaient définitivement basculé. Je n'étais plus une épouse qui doute. J'étais une femme qui sait. Et quand on sait, on ne revient plus en arrière. Les nuits qui ont suivi cette découverte ont été les plus longues de ma vie. Pas parce qu'elles étaient pleines de cris ou de larmes, mais parce qu'elles étaient pleines de pensées. Une pensée continue, obstinée, qui refusait désormais de se taire. Je me couchais tard, j'ouvrais les yeux avant l'aube. Et entre les deux, je restais immobile, le regard perdu dans l'obscurité, à refaire le fil de toute une existence. Je n'étais pas en train de me demander s'il me trompait. Cette question-là était réglée. Je me demandais comment j'avais pu vivre si longtemps, à côté de la vérité, sans la saisir pleinement. Cette interrogation était plus douloureuse que la trahison elle-même. Elle touchait à mon identité, à ma lucidité, à l'image que j'avais de moi. Je repassais les scènes anciennes avec une précision nouvelle. Les soirs où il rentrait trop calme. Les week-ends écourtés. Les phrases toutes faites. Rien, pris isolément, n'aurait suffi, mais ensemble, tout formait une cohérence implacable. Je comprenais que je n'avais pas été naïve. J'avais été patiente. Et cette patience, je l'avais confondue avec de l'amour. Je me suis surprise à ressentir de la honte. Une honte sourde, injuste, mais tenace. La honte de celle qui n'a rien vu. De celle qui a continué à croire. De celle qui a protégé l'autre contre ses propres soupçons. Cette honte-là, je l'ai regardée en face. Elle ne venait pas d'une faiblesse. Elle venait d'une loyauté mal placée. J'ai commencé à écrire. Pas pour raconter, pas pour préparer une confrontation, pour déposer. J'écrivais des phrases brutes sans style, sans intention. Ils m'ont. Je sais. Je ne suis pas folle. Ces phrases étaient comme des points d'ancrage. Elles m'empêchaient de retomber dans le doute, dans l'auto-accusation. Les relire me calmaient plus que n'importe quelle parole extérieure. Il y avait en moi deux élans contraires. L'un voulait tout arrêter immédiatement. Dire, dénoncer. Mettre fin au mensonge par un choc frontal. L'autre, plus silencieux, me disait d'attendre. D'observer encore. De ne pas offrir ma douleur en pâture. Entre ces deux élans, je vacillais. Mais chaque nuit, le second prenait un peu plus de place. Je ne voulais pas qu'il décide du rythme de la vérité. Je ne voulais pas être celle qui implore, qui demande des explications, qui écoute des justifications déjà prêtes. Je voulais reprendre la maîtrise du temps. Ce temps qu'il m'avait volé, nuit après nuit, dans une chambre voisine de la mienne. Je me suis interrogée sur ce que je voulais vraiment. Pas ce que la morale attendait de moi. Pas ce que les autres conseilleraient. Ce que moi, je pouvais supporter sans me perdre. Je ne cherchais pas la vengeance. Je cherchais la justesse. Une manière d'agir qui ne me déformerait pas davantage. Cette introspection m'a obligée à reconnaître une vérité inconfortable. J'avais souvent préféré la stabilité à la vérité. Pas par lâcheté, mais par peur de tout perdre. J'avais bâti ma vie sur la continuité, sur la durée. Reconnaître la trahison, c'était accepter de remettre en cause cette architecture entière. Et cela me terrifiait.
Pourtant, au milieu de cette peur, une certitude nouvelle se formait. Si je ne faisais rien, si je continuais à me taire, je ne perdrais plus sûrement que si je choisissais de affronter les conséquences. Le silence que j'avais pratiqué jusqu'à là n'était plus protecteur. Il devenait corrosif. Je me suis surprise à respirer différemment. Plus profondément. Comme si mon corps, avant même que je décide quoi que ce soit, se préparait à tenir. Je n'étais plus dans l'attente d'un geste de sa part. Je n'attendais plus qu'il change, qu'il avoue, qu'il se trompe. J'étais déjà ailleurs. J'ai prié, à ma manière. Pas pour qu'il revienne, pas pour qu'il s'excuse. J'ai prié pour rester digne. Pour ne pas me trahir une seconde fois. En agissant sous l'emprise de la peur ou de la colère. Cette prière Allah n'avait rien de résigné. Elle était ferme, presque exigeante. À la fin de ces nuits sans sommeil, une décision a commencé à s'imposer. Elle n'était pas encore formulée clairement. Mais elle était là, solide, calme. Je n'allais pas parler tout de suite. Je n'allais pas crier. Je n'allais pas demander. J'allais préparer mes mots. Préparer mes actes, préparer ma sortie de l'illusion. Cette phase d'introspection n'a pas été un repli. Elle a été une montée en lucidité. Elle m'a appris que la douleur peut être un outil, si on ne la laisse pas gouverner. Et que parfois, la plus grande force consiste à attendre, non par faiblesse, mais par stratégie intérieure. Quand le jour se levait enfin, je me sentais fatiguée, mais étrangement droite. Je savais que quelque chose avait changé à jamais. Je n'étais plus une femme qui doute. J'étais une femme qui sait, et qui se prépare à agir. La préparation a commencé dans le silence le plus absolu. Pas celui qui étouffe, mais celui qui organise. J'avais compris que chaque geste précipité me ferait perdre l'an. Avantage le plus précieux. La lucidité. Je ne voulais ni scène, ni aveu arraché. Je voulais la clarté, et je voulais la maîtriser. J'ai d'abord repris mes notes, méthodiquement. Les dates des déplacements. Les montants. Les hôtels. Les variations dans ces horaires. Tout ce que j'avais autrefois laissé filer par confiance reprenait une forme nette. Mettre de l'ordre dans les faits m'empêchait de sombrer dans l'émotion brute. Les faits ne crient pas, ils s'alignent. J'ai ouvert un dossier discret que j'ai à ranger là où je savais être seule. À y accéder. J'y ai glissé des copies de relevés bancaires, des factures, des captures d'écran. Rien d'illégal. Rien d'illégal. Rien de caché. Mais que je n'avais jamais regardé d'aussi près. Chaque pièce ajoutée me rendait plus stable. Moins dépendante de ce qu'il accepterait un jour de reconnaître. Puis j'ai pris rendez-vous avec un notaire. Pas pour annoncer une séparation. Pas encore. Pour comprendre. Comprendre mes droits, les options possibles, les conséquences réelles d'une décision prise à froid. Je me suis présentée comme une femme qui anticipe, pas comme une épouse trahie. Cette posture a changé la nature de l'échange. On m'a parlé avec précision, sans pathos. J'ai appris ce que je pouvais faire, et surtout ce que je devais éviter. J'ai compris que la précipitation coûte cher, financièrement et émotionnellement. J'ai compris aussi que le silence, lorsqu'il est stratégique, peut être un allié. Cette information m'a apaisée. Je n'étais pas en retard. J'étais au bon moment. J'ai ouvert un compte bancaire à mon nom seul. Un geste simple, presque administratif, mais profondément symbolique.
Il ne s'agissait pas de cacher de l'argent, mais de me redonner une marge de manœuvre, une autonomie concrète. J'ai ressenti, en signant, une légère crispation dans la main, puis une détente. Ce n'était pas une trahison de plus. C'était une protection. J'ai aussi préparé mes paroles. Pas un discours. Non. Quelques phrases courtes claires, que je répétais intérieurement, pour ne pas les perdre le moment venu, je sais. Je ne discuterai pas des détails. J'ai pris mes dispositions. Ces phrases n'avaient pas vocation à convaincre. Elles avaient vocation à poser des limites. Je voulais éviter de me laisser entraîner dans des justifications interminables. En parallèle, j'ai pris soin de moi d'une manière nouvelle. Pas pour me distraire, mais pour tenir. Marcha chaque jour, respirer profondément, dormir quand c'était possible, manger sans me forcer. Ces gestes simples étaient une discipline. Ils m'empêchaient de me dissoudre dans l'attente. Et puis il y a eu cette décision précise, presque chirurgicale, retourner à l'hôtel. Pas pour le surprendre. Pas pour le confronter. Pour observer encore une fois, sans trembler, j'ai réservé une chambre. À côté. La même stratégie que la première nuit, mais avec une intention différente. Cette fois, je ne cherchais pas la confirmation. Je cherchais la maîtrise de moi, à même face à la réalité. Quand la réservation a été confirmée, je n'ai rien ressenti d'excessif. Pas d'excitation. Pas de peur. Juste une détermination calme. J'avais l'impression de remettre chaque chose à sa place. Le mensonge de son côté, ma vie du mien. Je n'ai parlé à personne. Pas par isolement, mais par nécessité. Les conseils non sollicités auraient brouillé ma trajectoire. Je voulais rester fidèle à ce que j'étais en train de construire. Une sortie digne, sans éclats inutiles. Je savais que cette préparation n'était pas une vengeance. Elle était une réappropriation. Je reprenais le contrôle du récit, du tempo, des conséquences. Je ne voulais plus subir l'agenda de ses absences, ni l'improvisation de ses explications. À mesure que les jours passaient, je sentais une solidité nouvelle s'installer. Pas une dureté, une stabilité. Je ne me préparais pas à gagner contre lui. Je me préparais à ne plus perdre contre moi. Amen. Cette nuance changeait tout. J'avais aussi accepté une possibilité douloureuse. Celle que, malgré toute cette préparation, certaines choses me blesseraient encore. On ne sort pas indemne d'une trahison organisée. Mais je savais désormais comment traverser, sans me dissoudre. Je n'attendais plus qu'il fasse le premier pas. Je n'attendais plus rien. La préparation était terminée quand j'ai compris ceci. Quoi qu'il arrive, je ne serai plus la femme qui découvre. J'étais devenue celle qui sait, qui anticipe et qui choisit. Et quand on en arrive là, la confrontation n'est plus une menace, elle devient une étape. La confrontation n'a pas eu lieu, comme on l'imagine, dans les récits trop rapides. Il n'y a pas eu de cris, pas de porte claquée, pas de phrases définitives lancées comme des armes. Elle s'est déroulée dans un calme, presque déroutant. Celui qui vient. Quand on a déjà fait l'essentiel du chemin à l'intérieur de soi. C'était un soir ordinaire. Il est rentré plus tôt que prévu. Ce qui m'a étonné à peine. J'avais cessé de m'accrocher à ses horaires. Nous avons dîné face à face. Il parlait. Je répondais, poliment. Rien n'annonçait ce qui allait suivre. Et pourtant, je savais que c'était ce soir-là.
Je le sentais sans nervosité, comme une évidence. Quand il a posé ses couverts, j'ai parlé. Pas longtemps. Pas avec colère. Je sais, et à jeudi, c'est quoi? Je n'ai pas détaillé. Je n'ai pas prononcé le nom de l'hôtel. Je n'ai pas évoqué l'autre femme. Je n'ai rien montré des preuves, je n'avais pas besoin de le faire. Je sais pour l'hôtel, pour les nuits, pour le mensonge. Il a pâli légèrement. Pas assez pour s'effondrer. Juste assez pour comprendre que le terrain venait de se dérober. Il a tenté une première réaction, le déni. Tu te fais des idées. Je l'ai regardé calmement, non. Ce mot a mis fin à la discussion telle qu'il l'envisageait. Il a enchaîné, alors, sur une autre stratégie. La justification. Le travail. La fatigue. La confusion. Des phrases que j'avais déjà entendues 1000 fois dans autres bouches. Je les laissais parler. Je n'interrompais pas. J'écoutais sans absorber. Quand il s'est arrêté, j'ai ajouté « Je ne suis pas là pour discuter des détails. » J'ai pris mes dispositions. Cette phrase a changé l'atmosphère. Ce n'était plus une confession qu'il devait gérer. C'était une situation qu'il ne contrôlait plus. Il m'a demandé ce que cela signifiait. Je n'ai pas répondu tout de suite. J'ai laissé le silence s'installer. Ce silence-là n'était pas une attente, c'était une frontière. Cela signifie que je ne dépendrai plus de ce que tu voudras bien dire ou faire. Et j'ai finalement répondu. Je sais. Et j'agis en conséquence. Il a compris alors que le piège se refermait. Non pas parce que je l'avais tendu, mais parce que je n'étais plus dedans. Il a tenté la supplication, maladroite. Il a parlé de notre histoire, des années passées, de ce que nous avions construit. Ces mots m'ont traversé sans me faire vaciller. Je les connaissais. Je les avais portés longtemps. Tu aurais pu me parler, Heidi. J'aurais pu j'ai répondu. Mais j'aurais encore dû attendre que tu sois prêt à dire la vérité. Je ne voulais plus attendre. Il n'y avait pas de triomphe en moi. Pas de satisfaction amère. Seulement une clarté ferme. J'ai posé sur la table ce que j'avais préparé. Quelques documents, sans les lui laisser. Juste assez, pour qu'il comprenne que je ne parlais pas à l'aveugle. Puis je les ai repris. Je ne te demande rien, je conclus. Les proches ont pris parti, parfois sans connaître les faits. J'ai accepté cette injustice passagère. Être comprise immédiatement n'était plus une priorité. Me respecter, oui. Cette hiérarchie nouvelle m'a surprise par sa solidité. Il y a eu aussi des silences pesants, notamment de sa part. Des moments où je sentais qu'il mesurait enfin l'ampleur de ce qu'il perdait. Pas seulement un mariage. Une position confortable. Un rôle acquis. La certitude que je resterai quoi qu'il arrive. Cette prise de conscience tardive ne m'a pas réjoui. Elle m'a attristé. Mais elle n'a pas infléchi ma trajectoire. Je me suis rendu compte que je n'étais plus sollicité pour réparer. Plus appelé pour apaiser. Plus attendu pour faire tenir l'ensemble. Cette mise à l'écart avait un goût amer, mais elle me libérait d'un poids ancien. Je n'étais plus le pilier invisible d'une structure qui reposait sur l'illusion. Des vérités enfouies ont commencé à émerger, ailleurs. Des tensions anciennes, jamais résolues, ont trouvé un prétexte pour se dire. Je regardais cela de loin, consciente que mon histoire avait agi comme un révélateur, sans que j'aie cherché à l'être. Quand un mensonge central tombe, il entraîne souvent d'autres fragilités avec lui. Je n'ai pas cherché à récupérer ce qui se disloquait. J'ai laissé faire. Laisser tomber n'est pas abandonner. C'est parfois reconnaître
que ce qui tombe n'a plus de fondation légitime. Cette posture m'a demandé du courage. L'habitude de réparer est tenace. Mais je savais que réparer de transition, j'ai ressenti une solitude particulière. Pas celle de l'abandon, mais celle du passage. On n'est plus ce qu'on était. On n'est pas encore ce qu'on devient. Cet entre-deux est inconfortable, mais fertile. Il oblige à faire confiance à ce que l'on a posé. Je n'ai pas regretté ma parole. Pas une seule fois. Même quand le doute tentait de revenir, je me rappelais cette phrase. Que je me controesteva. Était promise de respecter, ne plus me taire pour maintenir une paix qui m'exclut. Cette phrase était devenue ma boussole. L'éclatement familial n'a pas tout détruit. Il a révélé. Il a trié. Il a redistribué les responsabilités. Et surtout, il m'a rendue étrangère à des conflits qui ne m'appartenaient plus. Je sentais, malgré la fatigue, une respiration nouvelle s'installer. L'air circulait autrement, plus librement. Le chaos se calmait peu à peu, non parce que tout était réglé, mais parce que je n'étais plus au centre de ce qui devait s'effondrer. Et dans ce calme fragile, j'ai commencé à entrevoir la possibilité d'un après, non comme une réparation, mais comme une renaissance discrète. La nouvelle vie n'a pas commencé par un départ spectaculaire, ni par une annonce solennelle. Elle a commencé par un geste simple. Faire de la place. Faire de la place dans mes journées, dans mes pensées, dans mon corps même. Après l'éclatement, je ressentais une fatigue profonde, celle qui suit les longues périodes de tension contenue. Il ne s'agissait plus de tenir. Il ne s'agissait plus de tenir, mais d'apprendre à respirer autrement. J'ai d'abord changé de rythme. Les matins sont devenus plus lents. Je me levais sans urgence. Je laissais la lumière entrer. Avant d'allumer quoi que ce soit, je n'avais plus à guetter un message, ni à anticiper un retour. Cette absence d'attente m'a surprise. J'ai pris un petit appartement, temporairement au départ, puis définitivement. Un lieu simple, clair, où rien ne portait la trace de compromis anciens. J'y ai apporté peu d'objets. Ce choix n'était pas un renoncement, c'était un tri. Je voulais que chaque chose ait une raison d'être, une table pour écrire, un fauteuil pour lire, un lit pour dormir sans tension, et le silence, enfin, comme un allié. Les premiers jours, la solitude s'est invitée sans prévenir. Elle n'était pas hostile. Elle n'était pas hostile. Il n'y avait plus personne à ménager. J'ai accueilli cette solitude comme on accueille un passage obligé. Je marchais beaucoup, sans but précis. Marcher me permettait de déposer ce qui restait trop lourd. J'ai repris l'écriture, mais autrement. Non plus pour analyser ou prouver, mais pour clarifier. J'écrivais des phrases courtes, presque des balises. Je n'explique plus ce qui est clair pour moi. Je n'accepte plus ce qui me diminue. Je choisis mes silences. Ces phrases n'étaient pas des promesses héroïques. Elles étaient « Le pardon n'est pas une obligation morale. Il est un mouvement intérieur qui ne se commande pas. » Certaines relations se sont maintenues à distance. D'autres se sont éteintes sans bruit. J'ai accepté cette sélection naturelle. Vouloir tout réparer aurait été une manière déguisée de revenir en arrière. J'ai laissé chacun choisir sa place, comme je choisissais la mienne. Cette liberté partagée avait un goût étrange. Parfois amer, mais profondément juste. Il y a eu des moments de mélancolie. Ils arrivaient souvent le soir, quand la ville ralentissait. Je les laissais passer.
La mélancolie n'était pas une faiblesse. Elle était la trace d'un attachement réel. Elle me rappelait que j'avais aimé sincèrement, même si cela m'avait coûté. Je n'avais pas à m'en vouloir pour cela. Ma relation au temps a changé. Je ne cherchais plus à remplir les journées pour oublier. Je laissais des espaces vides. Ces vides n'étaient pas des manques, ils étaient des respirations. J'apprenais à ne plus me définir par ce que je faisais pour les autres, à exister sans justification. Je me suis rendu compte que ma force ne venait pas d'un courage spectaculaire, mais d'une constance nouvelle. Dire non quand il le fallait. Dire oui quand cela me ressemblait. Ne pas répondre à certaines sollicitations. Cette simplicité m'a redonné une énergie que je croyais perdue. Le luxe des... J'ai pris un petit appartement, temporairement au départ, puis définitivement. Un lieu simple, clair, où rien ne portait la trace de compromis anciens. J'y ai apporté peu d'objets. Ce choix n'était pas un renoncement, c'était un tri. Je voulais que chaque chose ait une raison d'être, une table pour écrire, un fauteuil pour lire, un lit pour dormir sans tension, et le silence, enfin, comme un allié. Les premiers jours, la solitude s'est invitée sans prévenir. Elle n'était pas hostile, mais elle était exigeante. J'ai accueilli cette solitude comme on accueille un passage obligé. Je marchais beaucoup, sans but précis. Marcher me permettait de déposer ce qui restait trop lourd. J'ai repris l'écriture, mais autrement. Non plus pour analyser ou prouver, mais pour clarifier. J'écrivais des phrases courtes, presque des balises. Je n'explique plus ce qui est clair pour moi. Je n'accepte plus ce qui me diminue. Je choisis mes silences. Ces phrases n'étaient pas des promesses héroïques. Elles étaient des rappels concrets, utiles les jours de doute. Des liens nouveaux se sont tissés, sans que je les cherche. Une voisine rencontrée par hasard. Une conversation simple à la boulangerie. Rien d'extraordinaire. Mais ces échanges avaient une qualité nouvelle. Ils ne me demandaient rien de plus que ce que j'étais prête à donner. Personne ne connaissait mon histoire. Personne n'attendait que je joue un rôle. Cette neutralité m'a reposée. La question du pardon s'est invitée, comme toujours après la tempête. Je ne l'ai pas repoussée, mais je ne l'ai pas forcée non plus. Pardonner pour moi ne signifiait pas excuser ni oublier. Cela signifiait cesser de me définir par la blessure. Il est un mouvement intérieur qui ne se commande pas. Certaines relations se sont maintenues à distance. D'autres se sont éteintes sans bruit. J'ai accepté cette sélection naturelle. Vouloir tout réparer aurait été une manière déguisée de revenir en arrière. J'ai laissé chacun choisir sa place, comme je choisissais la mienne. Cette liberté partagée avait un goût étrange. Parfois amer, mais profondément juste. Il y a eu des moments de mélancolie. Ils arrivaient souvent le soir, quand la ville ralentissait. Je les laissais passer. La mélancolie n'était pas une faiblesse. Elle était la trace d'un attachement réel. Elle me rappelait que j'avais aimé sincèrement, même si cela m'avait coûté. Je n'avais pas à m'en vouloir pour cela. Ma relation au temps a changé. Je ne cherchais plus à remplir les journées pour oublier. Je laissais des espaces vides. Ces vides n'étaient pas des manques, ils étaient des respirations. J'apprenais à ne plus me définir par ce que je faisais pour les autres, à exister sans justification. Je me suis rendu compte que ma force ne venait pas d'un courage spectaculaire, mais d'une constance nouvelle. Dire non quand il le fallait. Dire oui quand cela me ressemblait. Ne pas répondre à certaines sollicitations. Cette simplicité m'a redonné une énergie que je croyais perdue. Le luxe, désormais, n'était plus un hôtel, ni une chambre à côté d'une autre.
Le luxe, c'était la cohérence. Savoir où je me tenais. Savoir ce que je refusais. Savoir que je pouvais me faire confiance. Cette certitude n'était pas bruyante, elle était stable. Je savais que cette étape n'était pas la fin. Elle était un passage vers un regard plus large, plus calme, sur ce que j'avais traversé. Je sentais que la dernière parole restait à dire, non pour clore, mais pour donner un sens à ce chemin. Dans cette nouvelle vie, je ne cherchais pas le bonheur à tout prix. Je cherchais la justesse. Et dans cette justesse, parfois, le bonheur apparaissait sans prévenir. Dans une respiration plus ample, dans un matin sans peur, dans un silence choisi. Je n'étais plus en fuite. Je n'étais plus en attente. J'étais prête à regarder le passé sans m'y enfermer et à poser, enfin, le dernier mot. Il m'arrive encore de repenser à tout cela, non pas avec la brûlure d'autrefois, mais avec une lucidité apaisée. Le passé n'est plus un territoire interdit. Il est devenu un paysage que je peux traverser sans m'y arrêter. Je le regarde aujourd'hui, sans détour, sans complaisance, et surtout sans me juger. Je me souviens de la femme que j'étais avant, de son endurance silencieuse, de sa fidélité sans condition, de sa capacité à maintenir l'équilibre, coûte que coûte. Longtemps, j'ai cru que cette femme était faible. Je me trompais. Elle était courageuse, mais elle ne savait pas encore poser des limites. Elle confondait l'amour avec l'effacement. Il m'a fallu du temps pour comprendre que survivre n'est pas vivre. Quand je revis certaines scènes, elles ne me font plus vaciller. Elles m'enseignent. Je comprends maintenant que la trahison ne m'a pas détruite. Elle m'a contrainte à ouvrir les yeux. Ce n'est pas une consolation facile. C'est une vérité relation, mais une illusion soigneusement entretenue. Je n'ai pas cherché à réécrire l'histoire. Je ne l'ai pas embellie non plus. J'ai appris à la laisser telle qu'elle est, imparfaite, douloureuse, mais formatrice. Ce regard honnête m'a permis de retrouver une forme de paix que je n'attendais plus. Une paix sans euphorie, sans promesses grandiloquentes. Une paix sobre, solide, durable. Il y a des jours où la mélancolie revient, discrète. Elle s'assoit à côté de moi, sans me faire peur. Je l'accueille. Elle me rappelle que l'attachement que j'ai connu était réel, même s'il n'était pas partagé de la même manière. Je n'ai pas honte d'avoir aimé. J'ai honte, parfois, d'avoir douté de moi plus que nécessaire. Mais même cette honte a perdu son tranchant. Elle s'est transformée en vigilance. J'ai compris que le courage ne consiste pas à encaisser indéfiniment, mais à s'arrêter à temps, à dire assez, à reconnaître que l'on mérite une place entière et non un rôle de soutien discret. Cette compréhension m'a rendue plus attentive à moi, à même, mais aussi aux autres. Je sais désormais reconnaître les silences qui protègent de ceux qui détruisent. Si je devais adresser un message à celles et ceux qui se taisent encore, je leur dirais ceci. Le silence n'est pas toujours une faiblesse. Il peut être un temps de maturation. Mais lorsqu'il devient une prison, il faut apprendre à en faire une clé. Personne ne viendra la tourner à votre place. Ce geste-là est intime, parfois effrayant, mais il est libérateur. Je n'ai pas cherché à prouver quoi que ce soit. Je n'ai pas cherché à être comprise par tous. J'ai choisi la cohérence plutôt que l'approbation. Ce choix m'a coûté certaines relations, mais il m'a rendu quelque chose d'inestimable. Le respect de moi-même. Avec ce respect est revenue une confiance calme, sans arrogance, sans revanche. Aujourd'hui, je vis sans stratégie. Je n'anticipe plus pour me protéger. Je ne me prépare plus à encaisser.
Je vis dans une attention tranquille, ouverte, mais ferme. Je sais ce que je tolère. Je sais ce que je refuse. Cette clarté n'est pas une rigidité. Elle est une boussole. Je n'ai pas besoin de grandes victoires pour me sentir debout. Les petites décisions quotidiennes suffisent. Choisir le silence quand il est juste, la parole quand elle est nécessaire, le retrait quand il protège, la présence quand elle nourrit. C'est dans cette alternance que j'ai trouvé mon équilibre. Il m'arrive de sourire en pensant à la femme que je suis devenue. Non par fierté, mais par reconnaissance. Elle a traversé l'épreuve, sans se renier. Elle a appris à se faire confiance. Elle a accepté de perdre pour ne plus se perdre. Si cette histoire a un sens, il est là. Nous avons le droit, à tout âge, de reprendre notre place. Nous avons le droit de changer de direction. Nous avons le droit de choisir la dignité, même tardivement. Et parfois, le chemin le plus juste n'est ni le plus bruyant, ni le plus rapide. Il est silencieux, mais il est vrai. Et au bout de ce chemin, j'ai compris une chose essentielle, que je veux laisser comme un dernier mot. Simple et sans emphase, le silence peut aussi être une forme de justice.